L'Europe a un certain nombre d'enjeux et d'abord un enjeu en interne. Le premier enjeu est d'ordre politique et les équilibres politiques en interne sont difficiles à stabiliser. Et c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est quelle économie pour aujourd'hui, quelle économie pour demain. Et ce sont deux questions importantes qui ont des réponses complètement différentes à l'intérieur de l'Europe. Et l'enjeu ici est politique. Et puis ensuite, il y a ce troisième enjeu, c'est l'enjeu de l'économie verte et de l'économie de l'intelligence artificielle. De ce point de vue-là, la Chine a des atouts indéniables à faire valoir et à exporter. Elle exporte déjà vers l'Afrique, elle exporte déjà dans le reste du continent asiatique et elle est sur le point d'exporter en Europe. Et les outils d'intelligence artificielle qui sont développés en Chine existent déjà au quotidien. Tous les résidents chinois possèdent des outils d'intelligence artificielle dans leur téléphone que l'on ne voit pas en Europe. Avec des centres de calcul, un simple téléphone comme celui-ci nous donne une puissance extraordinaire. Celui-ci, c'est un téléphone chinois. Le mien, qui est un téléphone européen, ne me donne pas du tout la même puissance. Et je me rends compte qu'il y a une évolution technologique qui s'est installée en Chine depuis plus de 15 ans et que l'Europe, prise dans ses enjeux politiques, n'a pas pu prendre ce tournant-là. Et ça, c'est une complémentarité dont l'Europe a besoin, mais une complémentarité dont la Chine a besoin également. Il existe également des différences de règles de régulation et de gouvernance, par exemple en ce qui concerne la gouvernance de l'IA et de libre circulation des données. Monsieur Benayoun, selon vous, comment la Chine et l'Europe peuvent-elles trouver un terrain d'entente par le biais de coopération dans leur chaîne d'approvisionnement? Là encore, c'est une excellente question et quand on aura totalement défini la réponse, nous entrerons dans l'ère de l'intelligence 3.0, c'est-à-dire quels sont les enjeux d'ordre de la sécurité des données, de la fiabilité des données, quels sont les enjeux qui sont liés à l'échange de bases de données d'une société à une autre, d'un pays à un autre, comment sécuriser ces mouvements-là, comment garantir que chaque citoyen dans le monde sera protégé, que ces données ne seront pas piratées, que ces données ne seront pas prises par des intelligences artificielles dont le but est nocif. Et l'Europe a commencé à réfléchir à cela et à créer un certain nombre de normes. L'Europe commence par créer les normes pour ensuite s'intéresser au développement de l'outil. En Chine, on est pragmatique. On met l'outil à disposition tout de suite et on va s'intéresser à normaliser son usage et à normaliser son utilisation. Les citoyens ont besoin d'être protégés, c'est certain, mais il faut un pouvoir politique fort. Il existe en Chine. En France, il doit exister. On n'en est pas tout à fait là.
Et les technologies de l'intelligence artificielle transforment aujourd'hui les modalités de communication et de coopération internationale. Monsieur Penaillou, selon vous, quel progrès concret l'IA a-t-elle déjà permis dans ce domaine et quels secteurs technologiques de pointe pourraient constituer des nouveaux champs de partenariat sino-européens? C'est une question à la fois intéressante et passionnante. Si vous permettez, je vais reprendre l'exemple de mon téléphone. Ici, vous avez un condensé de technologies qui a déjà bouleversé les comportements. Je ne prends qu'une seule application que nous connaissons tous en Chine, WeChat. Avec WeChat, je peux tout faire. Avec WeChat, je peux parler, je peux écrire, je peux communiquer. Avec WeChat, je peux acheter, je peux me déplacer, je peux voyager, je peux faire venir le monde à moi et je peux aller vers le monde. WeChat, c'est l'application qui doit s'appeler autrement. Parce que c'est pas juste WeChat, c'est We Live. C'est l'application qui est le cœur de la vie. Cette application-là s'appuie sur des modèles d'intelligence artificielle qui sont incroyablement complexes. Et comme nous le disions tout à l'heure, la complexité de ces modèles doit être encadrée pour éviter les brèches de sécurité, les attaques de hacking, pour éviter la fuite des données. Et cet encadrement, c'est à la fois la protection des citoyens, mais également la protection des systèmes juridiques et des systèmes politiques. Cet encadrement-là, que l'on regroupe sous le terme de éthique et application, cette protection-là est nécessaire. Elle doit certainement exister au niveau d'une application comme WeChat, mais puisqu'on compare avec l'Europe, permettez-moi ces derniers mots, l'Europe ne dispose pas d'une application aussi développée, aussi centrale à la vie que WeChat. Et je crois qu'il y a une complémentarité nécessaire ici. Cet échange de puissance technologique doit avoir lieu. Et personnellement, vous l'avez compris, je suis admiratif de ce produit-là.